Hey, salut tout le monde, c'est Ghost. Vous êtes toujours super nombreux à me demander ce qu'il faut expérimenter au Japon, mais la culture japonaise est tellement vaste qu'il y a énormément de choses à faire. Du coup, j'ai décidé de vous faire une liste de 10 choses typiques de la culture japonaise qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie. Au début, je voulais vous faire une liste de 20 choses, mais finalement c'était beaucoup trop long, du coup il y aura prochainement une deuxième partie. Considérez ces vidéos comme une bucket list pour les vrais fans de la culture traditionnelle japonaise. Si vous ne le savez pas encore, il existe 4 principaux genres de théâtre japonais. Le kyoge, qui est de genre comique, le ningyo-jōruri, qui est un théâtre de marionnettes, ainsi que les deux plus connus, le no, qui est du drame lyrique joué par des acteurs portant des masques, et le kabuki, qui est aussi appelé drame des bourgeois et qui est joué par des acteurs maquillés. Ces pièces de théâtre sont complètement différentes du théâtre en Occident et reflètent parfaitement l'esprit nippon et sa vision de l'art du drame et du ridicule. Perso, je n'ai assisté qu'à une pièce de théâtre no, mais c'était assez sympa et drôle à regarder. L'avantage, c'est que je l'ai vue à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Du coup, elle était sous-titrée et c'était plutôt pratique pour comprendre l'histoire et surtout les jeux de mots. Vous le savez peut-être déjà, mais le vrai nom des lutteurs japonais, ce n'est pas sumotori ou sumo comme on le dit souvent en France, mais rikishi qui signifie homme fort. Par contre, ce que vous ignorez sûrement, c'est que le sumo est un sport de lutte japonais pratiqué depuis l'an 23 avant Jésus-Christ. Voir un tournoi était l'une des expériences les plus impressionnantes à laquelle j'ai pu assister au Japon. Je l'avais d'ailleurs filmé peu de temps après avoir ouvert ma chaîne YouTube, mais la qualité des rushs était tellement dégueulasse que finalement je n'ai jamais sorti cette vidéo. Du coup, voilà en exclusivité quelques petits extraits. Et il a perdu. Sachez qu'il y a 6 grands tournois par an, 3 à Tokyo en janvier, mai et septembre, 1 à Osaka en mars, 1 à Nagoya en juillet et 1 à Fukuoka en novembre. Et au pire, vous pouvez toujours aller voir d'anciens rikishi et pourquoi pas vous battre contre eux en allant à l'izakaya Hananomai. J'ai justement fait un vlog là-bas, donc si vous voulez rire un bon coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en cliquant sur le petit i ici ou dans le lien dans la barre de description. Outre le sumo, il existe de nombreux autres arts martiaux japonais, alors il faut absolument en essayer au moins un dans sa vie. Comme j'avais fait 2 ans de kendo à Paris, je me suis initiée à Tokyo à l'iaido, qui est l'art de dégainer et de découper en un seul geste. Si vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait à cette occasion, je vous invite à le regarder, vous y trouverez également toutes les infos pour vous essayer vous aussi. Mais il existe encore plein d'autres sports comme le kyudo, l'aïkido, le ninjutsu ou encore le yabusame, qui est carrément l'art martial le plus difficile à maîtriser. Sachez en tout cas qu'il est absolument possible de s'initier à n'importe lequel de ces arts martiaux, il vous suffit simplement de vous renseigner auprès de n'importe quel dojo dans le monde. La nourriture japonaise est tellement bonne qu'il serait vraiment dommage de ne pas savoir comment la cuisiner, ne serait-ce que pour les sushis et les makis, car croyez-moi, ce que vous mangez dans n'importe quel restaurant hors Japon sont clairement dégueulasses et n'ont rien à voir avec la vraie recette. Ne serait-ce que pour la préparation du riz, le goût est complètement différent. Pour un de mes anniversaires, on m'avait offert un cours de cuisine avec un chef japonais et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Donc que vous soyez au Japon ou pas, vous n'avez absolument aucune raison de ne pas vous initier à la cuisine japonaise.
Par contre, si vous souhaitez apprendre à faire vous-même les soba, je vous conseille pour le coup d'aller plutôt au Japon pour pouvoir utiliser les vraies cuisines japonaises tout en bois. Et que vous mettiez la main à la pâte ou non, la fabrication des soba est un petit spectacle à part entière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux restaurants au Japon vitrent la salle où sont préparés les soba afin que les clients puissent profiter du spectacle. Au passage, il y a 2 restaurants de soba que je vous recommande vraiment, un à Tokyo et un à Kyoto, donc si vous voulez choper les adresses, allez voir ça en description. Si vous êtes de passage à Nara, il faut absolument s'arrêter à la boutique Nakatanido qui vend chaque jour des mochi fabriqués devant les clients à la façon traditionnelle. Un véritable spectacle qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est-à-dire pas comme moi qui suis allée à Nara sans connaître l'existence de cette boutique. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets comme d'habitude l'adresse dans la barre de description. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mochi est une pâte de riz gluante qui peut être grillée et salée à la sauce soja ou bien sucrée avec généralement de la pâte de haricots rouges à l'intérieur. D'ailleurs, il y a chaque année une dizaine de Japonais qui meurent étouffés en mangeant un mochi. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Le karuta, qui vient du mot portugais carta suite à l'introduction des jeux de cartes au Japon durant le XVIe siècle, est un jeu japonais très populaire basé sur les poèmes de Ogura Yakunin Isshu. Le principe est simple, 2 joueurs sont face à face avec devant eux des cartes sur lesquelles sont inscrites sur chacune d'elles la deuxième partie d'un poème. Une troisième personne lit la première partie d'un poème et c'est au joueur d'être le plus rapide pour reconnaître quelle carte contient la suite du poème. Comme beaucoup je pense, j'ai découvert ce jeu grâce à l'adaptation animée de l'excellent manga Chihaya Furu. Si je vous en parle, c'est aussi parce que les cartes sont généralement exclusivement écrites en hiragana. Du coup, c'est très simple à lire même pour un débutant en japonais et c'est d'ailleurs un excellent moyen pour s'entraîner à les lire le plus rapidement possible. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis sûre que vous connaissez. L'ikebana, c'est l'art japonais de réaliser des arrangements floraux. Si depuis quelques années c'est devenu assez populaire en Europe, il faut savoir que cet art date quand même du 6e siècle au Japon. C'est d'ailleurs un art qui est apparu suite à l'introduction du bouddhisme, où la tradition est de décorer les autels avec des fleurs. Il existe aujourd'hui plus d'1 millier d'écoles dans le monde, dont plusieurs à Paris. Mais il faut savoir qu'il existe différents styles d'ikebana et que chaque école enseigne suivant un seul de ces styles. Puisqu'on parle d'art, on va parler de la calligraphie japonaise, aussi appelée Shodo, qui a été inspirée par la calligraphie chinoise au 5e siècle. C'est une expérience très intéressante et plutôt relaxante puisqu'il ne s'agit pas seulement de poser son pinceau sur une feuille de papier. Il faut déjà préparer soi-même l'encre et je vous assure que ça prend du temps puisqu'il faut carrément frotter un bâtonnet d'encre nommé sumi contre un récipient en pierre nommé washi. Une fois fait, vous pouvez prendre votre pinceau et vous initier enfin à la calligraphie japonaise. Ce qui peut être d'ailleurs une excellente façon pour apprendre à écrire les kanji, puisque je le rappelle, il y a un ordre bien spécifique pour le faire. Mais croyez-moi, c'est loin d'être aussi facile de manier le pinceau avec élégance. Mais quand on y arrive, je peux vous assurer que la fierté est là. Et pour finir, je vais vous parler de l'art le plus connu au Japon et qui fait d'ailleurs partie des pratiques zen avec la calligraphie japonaise et l'ikebana. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la cérémonie du thé, aussi appelée chado. De tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est ce qu'il y a de plus simple à expérimenter au Japon. Mais ce n'est pas forcément l'activité la plus facile, car la cérémonie du thé est quelque chose de très précis qui comporte de très nombreuses étapes qui doivent être réalisées avec minutie et élégance. Déjà, rien que la première partie qui consiste à plier une simple serviette destinée à épousseter le dessus de la boîte à thé vous prendra déjà bien 20 minutes à revenir. Si vous souhaitez voir une cérémonie dans son intégralité et toutes ses subtilités, je vous mets le lien vers la vidéo dont vous venez de voir l'extrait dans la barre d'infos. Mais qui dit thé dit également gâteau, car il faut savoir que le thé matcha servi dans cette cérémonie est extrêmement amer, ce que perso j'aime beaucoup, Mais du coup il faut manger une pâtisserie japonaise extrêmement sucrée afin que votre bouche soit sucrée et que le goût du thé paraisse moins amer. Avant de terminer cette vidéo, je souhaiterais vous reparler de la Maison de la Culture du Japon à Paris qui organise très régulièrement des spectacles, concerts, expositions et ateliers qui sont toujours très intéressants. Et justement, ils organisent très régulièrement des pièces de théâtre, des cours d'ikebana et des cérémonies du thé. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez voir leur programme, je vous mets le lien vers leur site dans la barre d'infos. De toute façon, comme je suis quelqu'un de trop gentil qui aime bien vous faciliter la tâche, je vous ai mis également plein d'autres liens pour vous aider à expérimenter ces 10 choses, que ce soit en France ou au Japon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et la partager un maximum autour de vous afin qu'on puisse atteindre les 5000 abonnés. Du coup, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant la prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien. Tchuss!